Bah, déjà, j'aime bien le fait que ça soit un livre matinal, auroral, comme Voilà. vous disiez. D'abord parce que je préfère le matin au crépuscule. Je ne pense pas, contrairement à Hegel, que la chouette de Minerve se lève au crépuscule. Moi, j'aime beaucoup les matins de la pensée. Alors, un mot d'abord sur le titre. C'est chose tendre que la vie. À nouveau, c'est un clin d'œil ou même une citation amputée d'une phrase de Montaigne, phrase qui m'a toujours beaucoup touché. Montaigne écrit « C'est chose tendre que la vie est aisée à troubler ». C'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. C'est-à-dire, au fond, le contraire en quelque chose ou la récusation de l'ataraxie épicurienne. L'ataraxie, la sagesse, la sérénité, littéralement, c'est l'absence de trouble. Et moi, qui à 20 ans ai découvert Épicure dans l'émerveillement et qui ai beaucoup rêvé de cette ataraxie, j'ai fini par comprendre et par accepter avec le temps qu'elle était évidemment inaccessible. Et que mieux vaut la tendresse aisée à troubler de Montaigne que la forteresse bâtie par les sages, comme dit Lucrèce, disciple d'Épicure. Et donc voilà, c'est un livre bilan. Donc j'ai 63 ans, je vous disais tout à l'heure pendant le pot, c'est pas mes adieux, parce qu'il y aurait quelques ridicules à en faire plusieurs, et je pense que je ferai encore d'autres livres, mais c'est un bilan, parce qu'au moins des bilans, là il n'est pas ridicule d'en faire quelques-uns, malgré tout, mais c'est le premier que je fasse, parce qu'effectivement à 63 ans, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour de ce que j'avais à dire, alors bien ou mal, à mon avis d'ailleurs plutôt bien, hein, je suis plutôt content de ce que j'ai fait, et voilà, c'était le moment de faire un bilan. Or il se trouve, alors il faut dire un mot maintenant sur l'histoire du livre, il se trouve que François Livonnet m'a interviewé une dizaine de fois, mais sur 20 ans, hein, pour des revues différentes ou des hebdomadaires différents. Mais l'ensemble des disques réunis, il devait faire un bouquin peut-être de 200 pages, je ne sais pas, ça m'a paru absolument non publiable. Alors d'une part, je m'étais un peu engagé vis-à-vis de François Livonnet d'accepter, je me rendais compte que c'était inacceptable. Et donc l'idée qui m'est venue, je me suis dit, ben, on va en faire un autre. Et comme c'était ce qu'il y avait de pas bon en vérité, c'est le piège de tous les livres magnétophones. Au départ, c'était de vrais entretiens oraux, enregistrés, transcrits par François, revus et corrigés par moi. Mais quand on parle d'une oralité vraie, le rendu écrit est toujours plat ou décevant. Donc je lui ai dit, écoute, on efface tout, on oublie ce qu'on a fait, on repart à zéro, et on le fait directement par écrit, en l'occurrence par mail, puisque maintenant nous avons les mails. Alors mon idée, c'était de profiter de ça pour faire effectivement ce bilan, parce que j'avais plus ou moins engagé à ce qu'on fasse un livre ensemble, mais surtout, après tout, profitons-en pour faire le point. Voilà où j'en suis maintenant, après quand même une assez longue évolution. Ça fait plus de 30 ans que j'ai publié des livres, plus de 40 ans que j'écris. Profitons-en pour faire le point, par écrit, mais en essayant de retrouver, par le biais des correspondances, des mails, quelque chose de la parole, de la vivacité, de la légèreté, je dirais même de la fragilité de la parole. Tout à l'heure, il était question de pensée matinale. Je prends ce détour. C'est une pensée matinale dans le sens où, dès les premiers livres d'André Comte-Sponville, il y a une pensée qui émerge, qui se forme, il y a une germination sur plusieurs dizaines d'années. Et c'est exactement la même chose qui m'avait intéressé chez Jean Baudrillard, qui est un auteur très différent. Avoir des idées, c'est très facile. Beaucoup d'intellectuels ont des idées. Une pensée, c'est rare. Donc, première chose, c'est l'existence d'une pensée et de saisir cette pensée en mouvement. À partir de là, l'entretien a justement porté sur les moments de déploiement de cette pensée. Et quand on parle de livre bilan, ce n'est pas une pensée qui se clôt, c'est une pensée qui est, je dirais, à l'acmé de sa vie, enfin, il me semble. C'est un livre à la fois ambitieux, complet, qui peut à la fois servir d'introduction pour ceux qui voudraient découvrir mon travail, et de révision, si j'ose dire, pour ceux qui ont eu la gentillesse de le suivre depuis le début. Mais effectivement, grâce à François, à ses questions, à la surprise que les questions suscitent, parce que je reçois moi le mail le matin, je réponds tout de suite à son mail. Vous voyez, d'où cette vivacité. Et voilà, et donc la conjonction entre une œuvre de synthèse, voilà, et une forme très proche de l'improvisation, très proche de l'oralité, et on est assez vite tombé d'accord sur un plan
10 chapitres en l'occurrence. Donc, le premier chapitre qu'on appelle « Devenir philosophe », qui est un chapitre autobiographique, essentiellement sur l'enfance, l'adolescence, la formation, les maîtres, les professeurs. Deuxième chapitre, quelle philosophie, où j'essaye de résumer l'essentiel de ma pensée, les grands courants dans lesquels je me situe, c'est-à-dire un matérialisme tragique, rationaliste et humaniste. Et donc l'athéisme fait partie évidemment du matérialisme. Troisième chapitre, exercice d'admiration, on a appelé ça quelques maîtres, je crois, c'est François qui parlait d'exercice d'admiration. Donc, quels sont mes maîtres? Non pas les professeurs que j'ai eus, mais les maîtres morts, ceux qui m'éclairent, Aristote, Montaigne, etc. Effectivement, en passant par Prajnampad. Et Jean-Marie Guyot, alors celui-là, c'est une révélation. Oui, c'est un auteur très important. Je découvert Jean-Marie Guyot. Un peu méconnu. On n'en dit rien, mais lisez le livre, vous saurez qui est. Jean-Marie Guyot, c'est très étonnant. Et puis après, effectivement, on prend les grands thèmes. Il y a un chapitre sur le bonheur, un chapitre sur la politique, un chapitre sur la morale, un chapitre sur l'art et un chapitre sur la spiritualité. Voilà. Parce qu'en effet, je suis un athée qui s'intéresse à la vie spirituelle. Mais ça n'a rien de paradoxal, parce que je sache, c'est quoi la spiritualité? C'est la vie de l'esprit. Vous savez que spiritus, en latin, d'où vient bien sûr le français spiritualité, ça signifie l'esprit. Eh bien, que je sache, les athées n'ont pas moins d'esprit que les autres. Pourquoi auraient-ils moins de spiritualité? Pourquoi s'intéresseraient-ils moins à la vie spirituelle? Et donc, l'avant dans les chapitres porte en effet sur la question, qu'est-ce que ça peut être qu'une spiritualité sans Dieu? Quelle est la place de l'éternité pour un athée? Et puis, dernier chapitre, Philosopher aujourd'hui, où François me confronte effectivement à la fois à ce que j'ai envie de faire maintenant, mais aussi à quelques questions qui relèvent de l'actualité. André Comte-Sponville a été un professeur très apprécié de ses étudiants à la Sorbonne, pour une raison déjà qui apparaît dans ce livre, c'est une remarquable clarté, je dirais, en particulier dans l'exposition des pensées difficiles. Il y a un talent pédagogique dans l'exposition de la pensée de Spinoza, par exemple, qui est une pensée difficile, très subtile dans ses articulations. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très précieux. La pensée n'est ni un antalgique, ni un euphorisant, une sagesse pour notre temps. Voilà le programme et la définition de ce livre que je recommande, effectivement. C'est un livre matinal, c'est un livre léger, lumineux, qui ouvre vraiment à l'univers d'une réflexion et à l'espace d'une vie, la vôtre, André Comte-Sponville.